Bonjour à toi et bienvenue sur Artistes du bien-être, le podcast dédié aux entrepreneurs dans la spiritualité, les thérapies holistiques et le coaching qui souhaitent accomplir leurs rêves, celui d'inspirer et de guider les autres vers une vie plus consciente, saine et épanouie. Je suis Luciana Calvetti et j'accompagne les professionnels du bien-être à lancer et à développer leur activité en ligne. J'ai créé ce podcast pour te faire découvrir le parcours des thérapeutes, coachs et praticiens du bien-être qui vivent de leur passion. Mon objectif est que tu profites de leur expérience pour réussir à ton tour. À la clé, conseils pratiques, inspiration, motivation et beaucoup d'amour. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Doherty-Bigara. Cécile est professeure de yoga. Elle accompagne les femmes sensibles et spirituelles qui veulent vivre une vie consciente et authentique. Cécile a lancé son activité il y a plus de 6 ans et aujourd'hui elle en vit exclusivement. En plus des cours, des ateliers et des retraites de yoga qu'elle propose partout en France, une partie de son activité se passe en ligne sur le site posesacré.com. Aujourd'hui, plusieurs années après s'être lancée, Cécile partage sa vision sincère et réaliste des difficultés de la vie d'une entrepreneur du bien-être. Elle nous livre aussi ses conseils pour faire un usage sain et en conscience des réseaux sociaux quand on est thérapeute ou accompagnant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première édition du podcast Artistes du bien-être. J'ai l'immense plaisir de recevoir pour cette première édition une amie, une cliente, une grande inspiration, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Cécile Doherty-Bigara. Donc, ma première question était concernée ton parcours personnel. Je voulais savoir un peu quels sont les cheminements personnels qui t'ont amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, quelles ont été les grandes étapes, voir les grands déclics sur ton parcours et comment ça s'est fait pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Oui, alors, cette année, je fête mes 30 ans. Donc, j'habite à Toulouse. Je suis professeure de yoga à Toulouse depuis 6 ans, 7 ans. Je donne aussi des ateliers, des retraites en France et j'ai différentes choses que j'ai créées également en ligne pour proposer des programmes et des contenus de yoga. Et cette situation actuelle, si je remonte un peu en arrière, d'où est-ce que ça part, je pense que ça remonte vraiment à. Et beaucoup de gens ont vécu un moment fort à ce moment-là, peut-être 12, 13 ans, 11 ans, juste avant l'adolescence. Donc pour moi, c'était l'arrivée en France. Je viens d'une famille franco-mexicaine. Donc mon père est français et ma mère est mexicaine. Et on s'est installé en France, j'avais autour de 12 ans et j'ai eu comme pas mal de gens une adolescence pas hyper épanouissante. Donc on a le corps qui change et les relations avec les autres voilà, qui nous apprennent énormément de choses finalement sur l'humain et sur nous-mêmes, sauf que bon, en étant adolescent, on n'est pas forcément hyper préparé à ça, donc c'est vraiment une initiation assez intense. Donc j'ai eu une adolescence que j'ai trouvé un véritable challenge. Et également au sein de ma famille, ça m'a vraiment pris du temps de réussir à m'exprimer, à trouver ma place. Donc je dirais que voilà, tout le temps de l'adolescence a été un petit peu ardu, un petit peu complexe. Et ensuite, quand je suis partie faire mes études, j'ai fait Sciences Po à Toulouse. J'ai un peu traîné ça avec moi également. Donc c'était une phase, quand j'y pense maintenant avec du recul, maintenant qu'on est dans la vie entre guillemets adulte avec plein de responsabilités, je me dis, ah, c'était génial. Juste, il y avait des longues périodes de temps où on pouvait rêvasser, échanger avec des gens, imaginer chaque jour à quoi ressemblerait notre vie. C'était vraiment un espace de liberté. Du coup, j'ai adoré ces 5 années, mais je portais et je continue à accumuler en moi pas mal de douleurs physiques et également plein d'histoires dans ma tête que je me laissais pas, que j'arrivais pas à toucher du doigt, à exprimer, à m'ouvrir. Donc, tout ça a fait que je suis arrivée à peu près à la fin de mes études, un peu dans un état de saturation. Et, euh, et j'ai commencé à tomber pas mal malade. J'ai eu des problèmes juste à me sentir bien dans mon corps, le dos qui se bloquait, des problèmes de thyroïde, des problèmes de cervical, plein de choses qui ont commencé à s'accumuler. Et mentalement aussi, je sentais que, voilà, que j'arrivais à une sorte de limite, que l'ancien modèle ne marchait pas et que j'avais besoin d'aide. Et je me souviens que pour moi, une des façons dont j'ai exprimé ce besoin d'aide,
c'est de chercher un cours de yoga. Donc Mmh. c'était un mot et un univers qui m'attirait. Je trouvais il avait une énergie de dingue et juste de faire ce premier pas, en fait, de chercher un prof de yoga, de chercher un cours de yoga et d'y aller, juste cette première expérience m'a vraiment propulsée dans le 2e chapitre, ou en tout cas le nouveau chapitre, de ma vie dans lequel, ben, non seulement j'ai trouvé, finalement mon métier, puisqu'à la base en faisant Sciences Po, j'étais partie pour, faire plutôt un métier, je pense, dans une boîte ou dans un cabinet ou en tant que fonctionnaire, vraiment quelque chose de salarié un peu plus structuré ou un peu plus, heu, entre guillemets «normal», Classique, heu, ouais. classique, voilà, c'est ça le mot et cette découverte m'a aidée personnellement parce qu'une des caractéristiques du yoga, comme d'autres choses sûrement, c'est que, voilà, on ouvre une porte et en fait, on en ouvre une autre, on en ouvre une autre et on commence à juste questionner son alimentation et ses relations et sa famille et ses schémas répétitifs et juste les émotions qu'on porte en soi, la colère, la tristesse, tout commence à juste être révélé à la lumière. Et puis ça a été également une découverte, où je me suis dit: «Bah, je veux faire ça en fait, je veux faire ce métier, je veux apprendre à transmettre ça, je veux aller plus loin». Quand est-ce que tu as su que tu voulais faire ça? Est-ce que c'était dès des premiers cours ou au fur et à mesure que tu es allée sur ces schémas? Bah, j'ai un peu une histoire, qui semble, un peu comme dans un roman quand on lit des sortes de grandes évidences et c'est pas toujours comme ça dans la vie, mais pour moi Mmh. le yoga ça a été la grande évidence dès le premier cours. Tout de suite j'étais quelqu'un qui était pas du tout dans son corps, heu, Mmh. plus intellectuel et cérébral et j'analysais énormément toutes les choses de ma vie, ce que je fais encore pas mal de fois et du coup, j'ai passé, je pense 18-20 ans de ma vie sans être dans mon corps et ce premier cours, j'ai eu cette sensation de paix et de calme et qu'on qu'on a que j'avais jamais senti avant. Tout de suite, ça m'a révélé à une facette de moi, une partie de moi qui attendait en fait de vivre et de respirer, de s'exprimer et c'est pour ça que oui, ça s'est vraiment fait le premier cours. J'ai très vite changé de cap et je me suis pas du tout lancée dans ce que j'avais prévu et je me suis lancée dans, bah, faire une formation de yoga et me lancer également en tant qu'entrepreneur puisque ça change également l'idée qu'on avait du travail qu'on ferait, dans quel cadre est-ce qu'on le ferait Ça et doit, ça a pas dû être évident, je suppose, parce que, enfin, on a beaucoup d'histoires de personnes qui se reconvertissent dans le bien-être et ou qui sont intéressées à ces pratiques-là, alors qu'effectivement, elles sont parties, elles étaient avant dans des métiers de la communication ou qui avaient fait Sciences Po ou d'autres choses. Et du coup, ça demande aussi un peu des switcher dans sa projection sur le futur et c'est dire finalement le chemin qui était tracé pour moi, c'est pas ça et parfois, ça peut être très compliqué. Comment tu l'as vécu, ces switches dans la tête? ben, avec du recul, je dirais que j'ai eu une grande chance qui est celle que je n'ai jamais été salariée dans ma vie. J'ai Mmh. jamais connu, peut-être la sécurité matérielle ou le confort ou la protection que peut amener ce statut, même s'il y a plein d'inconforts également et de désavantages que plein de personnes expriment. Mais j'ai jamais connu tout de suite soit un salaire qui rentrait tous les mois, soit peut-être un fort salaire ou je sais pas, le fait de cotiser pour la retraite ou d'être dans une boîte et de se sentir faire partie d'un tout. Et du coup, j'ai jamais eu à vivre ce deuil en fait de laisser partir cette formule-là, Mmh. et cette sensation de risque de: «Ah, maintenant je vais être entrepreneur». J'ai tout de Mmh. suite été, entrepreneur et pour moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est qu'en fait, autour de moi, mes amis également sont devenus entrepreneurs. C'est-à-dire que si mes 3 amis, mes 4 amis les plus proches avaient été des salariés ou avaient juste obtenu un CDD ou un CDI et ils m'avaient parlé de toute cette sécurité, toutes ces choses, qui s'annonçaient pour eux, je pense que j'aurais soit pas fait cette transition, soit je l'aurais faite vraiment avec, une sensation de peur ou de passer à côté de quelque chose. Alors que là, on était tous un peu dans la même dynamique et que quelque part, on n'a pas pris conscience vraiment des risques qu'on prenait Mmh. et ça nous a beaucoup Et c'est aidés. bien, parfois c'est bien de pas prendre autant conscience. OK. Oui, parce que c'est un sacré statut, c'est une mentalité, c'est, une comptabilité, c'est également un milieu professionnel très particulier, le milieu de l'entrepreneuriat qu'on peut,
vraiment idolâtré de l'extérieur parce qu'il y a plein de bénéfices, mais qui inclut également de porter beaucoup de responsabilités sur son dos, parfois tout seul, Mmh. et qui crée vraiment une pression ou un stress ou une inquiétude du lendemain, de est-ce qu'on va s'en sortir du futur, qui a un impact sur notre mental qui est fort en fait. Et vraiment, je me rends compte de plus en plus avec le temps. Donc, Mmh. oui, en effet, c'est une voie très particulière. Peut-être qu'on peut, même si j'avais pas prévu dans cet ordre-là, mais on voulait dans cette interview vraiment parler aussi voilà, il y a le côté, aujourd'hui, il y a énormément des femmes qui, notamment, mais pas que, mais des femmes qui rêvent de se reconvertir dans le bien-être et du coup, souvent de monter une activité indépendante, de devenir entrepreneur dans le bien-être. C'est aussi très accélérer ce mouvement parce qu'on voit des personnes sur les réseaux sociaux qui réussissent, qui ont des grandes communautés, qui font énormément de retraites, soit en France, soit à l'étranger. Et du coup, on voit tout le côté waouh, ça a l'air génial parce que ces entrepreneurs-là, elles sont jeunes, elles sont dynamiques, elles accompagnent les personnes dans leur développement personnel sur le chemin spirituel. Et c'est normal, on a plein d'enthousiasme, on a envie d'aller sur ce chemin-là. Mais on avait envie avec Cécile aujourd'hui vraiment de parler du côté de l'autre côté de la médaille et de dire oui, l'entrepreneuriat, c'est lancé dans le bien-être, c'est épanouissant sur mille choses, mais il y a aussi certaines, pas points d'ombre, mais certaines choses dont il faut prendre conscience, certaines difficultés, certains, voilà, comme tu dis, peut-être des impacts au niveau mental, au niveau de la manière dont on s'organise, on prend la vie. Du coup, si tu veux, on peut peut-être passer sur ce côté-là et on parlera ensuite des autres points. Ouais, oui, il y a plusieurs points qui me viennent maintenant. Ça commence à faire un petit moment, donc je commence à avoir fait un chemin sur certaines choses. Le premier point, donc ce que je disais, et juste le répéterai une dernière fois, qui est de s'entourer de gens qui sont entrepreneurs. Mm. Pour avoir quelqu'un avec qui discuter et pas être écrasé ou intimidé par des gens qui sont dans un parcours qui est peut-être plus sécurisé matériellement ou au niveau de leurs droits ou peut-être voilà, si elles tombent enceintes ou s'il se passe quelque chose, elles sont beaucoup plus protégées. Donc s'entourer de personnes qui sont entrepreneurs. Et si on n'en a pas, bah, les trouver d'une façon ou d'une autre. La deuxième chose qui est évidente pour moi maintenant, c'est que ce job, ce statut d'entrepreneur, il mange petit à petit tout notre temps. Donc ça devient quelque chose qu'on fait toute la journée, qu'on fait le week-end, qu'on fait les vacances. Euh, et au début, on est capable de tenir sur la durée. Petit à petit, ça commence un petit peu à se tasser. On commence à sentir la fatigue ou également pour toutes les personnes qui accompagnent les autres ou qui créent du contenu. On ressent vraiment le besoin de temps pour se reposer et également de temps pour faire des expériences qu'on pourra ensuite partager. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être constamment en train de transmettre quelque chose si on ne l'a pas vécu d'abord. Mm. Et, et ça, c'est ce besoin de délimiter mon temps de travail, il est devenu beaucoup plus pressant dans la dernière année. Donc ça veut dire que j'essaye de me coacher moi-même et de vraiment me mettre dans des situations où, par exemple, je vais me dire, bon, bah, tes mails, tu vas uniquement les regarder 2 fois par jour et uniquement dans une situation où tu es face à ton ordinateur et tu as du temps pour y répondre. Mm. Donc, rien que ça. Et j'arrive pas tout le temps. Mais rien que de cette partie qu'on a tous d'être au courant, d'être informé, on veut juste savoir ce qui se passe, ça nous garde constamment branchés. Et une autre chose aussi que je mets en place et qui m'a été transmise par une professeure de yoga il y a des années, on lui avait demandé, c'est une prof qui devait donner des cours depuis 20 ans peut-être, 15 ans. Et quelqu'un lui avait demandé quel est le conseil le plus important à dire à transmettre à un prof de yoga. J'imagine que c'est pareil pour un thérapeute ou un accompagnement du bien-être. Et elle avait répondu 2 jours de repos continu. Mm. Et ça m'avait vraiment marqué parce qu'à l'époque, je bossais un petit peu le dimanche, des fois, je bossais un petit peu le samedi de temps en temps. J'avais vraiment des temps libres, c'était des demi-journées un petit peu par-ci par-là. Et c'est vrai que notre cerveau, juste notre corps, il a besoin d'un temps, en fait, à la fois pour rentrer, pour sortir d'un état ou d'une activité ou d'une concentration. Et de vraiment avoir ces 2 jours continus, ça fait une espèce de courbe où j'ai le temps de un petit peu m'agiter, ensuite je me repose, et ensuite vraiment il y a un élan qui repart, j'ai le temps de regarder ailleurs,
de prendre des idées, de m'inspirer et ensuite revenir en étant vraiment pleine. Mmh. Heu, donc ça me semble, hyper important. Un autre point dont on parle en plus maintenant quand on travaille ensemble, c'est que quand on est entrepreneur, comme on est son entreprise, oui, ça peut être très flou et pas assez clair en fait, combien d'argent est-ce qu'on gagne vraiment? Parce qu'on a un chiffre d'affaires, mais derrière selon le statut qu'on a, on paye peut-être de la TVA ou on paye peut-être des cotisations, des pourcentages différents et en plus de ça, on a des frais. On a des locations, on a de l'achat de matériel, on a peut-être des formations et cetera. Donc on a uniquement l'information de: «Ah tiens, j'ai décroché tel contrat ou j'ai fait telle prestation et j'ai gagné tant». On peut avoir cette, idée un peu surgonflée de ce qu'on gagne vraiment, qui est un peu loin de ce qui est réellement dans notre poche. Ce qui reste à la fin. Et voilà, ce qui reste vraiment à la fin. Et pour moi, voilà, ça demande de suivre vraiment sa comptabilité, ou de se faire aider pour suivre sa comptabilité et d'être quelqu'un qui épargne, en fait. Vraiment qui parce que c'est pas pareil que d'arriver j'imagine dans une entreprise où on est salarié, où voilà, à la fin du mois, on touche quelque chose. Il y a rien qui va être pris de ça pour, payer, telle taxe, par rapport à l'entreprise ou louer telle chose ou acheter ne serait-ce que du matériel de bureau, tu vois? C'est des trucs tout bêtes, mais en fait, quand tu es une entreprise, tu assumes tous les coûts de l'entreprise. Et je vais revenir sur ce que tu me demandais sur, des difficultés ou des choses que je vois sur mon parcours. Une grande difficulté pour moi, c'est vraiment toute la sphère que j'appellerais, internet, réseaux sociaux, blog. Mmh. Hem, En ce qui me concerne, j'ai fait le choix au tout début de faire un blog et de créer un compte Instagram et un compte Facebook qui, pour X raisons, ont bien marché. Donc ça veut dire que j'ai la chance et le plaisir et c'est aussi issu du travail, hein, Bien sûr. de compter sur ce qu'on appelle une communauté de gens qui sont intéressés par ce que je produis, qui veulent le lire, qui veulent réagir, qui viennent à mes cours, qui viennent à mes retraites, qui achètent mes contenus en ligne. Mais après toutes ces années d'être dans ces réseaux sociaux, il y a vraiment une petit à petit, je sais au début, on est un peu foufou et après on commence à prendre conscience de la façon dont ça agit sur nous, sur notre mental, ce que ça nous fait faire, hem, peut-être les faiblesses mentales sur lesquelles ça vient toucher Mmh. et un des aspects auxquels je pense beaucoup en ce moment et c'est venu d'un article que j'ai lu qui disait, pourquoi est-ce que les millennials donc les millennials, je pense que c'est les gens qui sont nés entre 1980 peut-être? C'est ça? Oui, c'est autour des années 2000. C'est vraiment les Ouais, gens qui les des nouveaux millennials, millénaires, quoi. Mmh. 90, ou même les gens juste avant. Mais en tout cas, pourquoi Mmh. est-ce que cette génération est la génération du burn-out? C'était un long article super bien écrit que je vous conseille et un des points qu'elle disait qui m'a touchée en plein cœur, c'est qu'elle disait que, notre génération, nous sommes devenus des produits. Mmh. Donc ça veut dire que, si par exemple tu as un blog ou un compte Instagram ou X chose, tu deviens un produit et le fait de devenir un produit, premièrement, ça veut dire que les gens vont te consommer. Avec plus ou moins les dérives qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que quelqu'un peut créer du contenu et imaginer qu'il y a cette relation ou cette fidélité ou vraiment que ces gens sont un peu comme leur famille et en fait, à certains moments, on se rend compte que c'est peut-être pas le cas. Peut-être que les gens sont plus dans une sphère de consommation, donc quelque chose de rapide qui ne va pas en profondeur. Et la deuxième chose pour moi que ça ça entraîne, c'est que quand on devient un produit, la limite qui était déjà assez floue entre le temps de travail, le temps de repos ou le temps de plaisir, disparaît complètement. Mmh. C'est-à-dire qu'on a ces téléphones pour la plupart d'entre nous, ces smartphones qui ont des appareils photo hyper, heu, compétents Mmh. et à n'importe quel moment de la journée, je peux prendre une photo et documenter ma vie. Je peux tweeter une observation que je me suis faite et du coup vraiment, nourrir davantage ce truc de, bah, je suis un produit. Je suis un produit, je pense ceci, je consomme cela et cetera. Et pour moi, en tout cas, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais pour moi, c'est quelque chose qui juste me rend il y a ça laisse une impression hyper désagréable dans mon corps. Je me méfie vachement de ça. Je me méfie vachement de juste de cette dynamique de tout prendre en photo et tout documenter, ce qu'on mange, ce qu'on pense et cetera, pour plein de raisons différentes, hem, une des raisons principales étant que quand moi, je suis sur mon téléphone et que, par exemple, je vais regarder, les Instagram stories de certaines personnes. Généralement, je le fais, je suis pas en état de pleine présence.
Je Mhm. suis très agitée, je suis pas là vraiment. Et du coup, je dirais que très, très rarement, ce que je vois m'impacte, en fait. C'est plus quelque chose que, voilà, c'est cette idée de je consomme, je passe vite. Mhm. Étant moi-même, des fois, du côté où je vais créer ces contenus, je sais que ça me prend du temps, il y a une réflexion derrière, et ça m'a toujours marqué, en fait, qu'il y a un tel décalage, finalement, entre la personne qui met quelque chose sur Internet et qui imagine une réaction ou un impact, un retentissement, Mhm. et la personne qui consomme, qui est déjà tellement saturée d'informations, Sollicité. déjà Ouais. stressée, elle intègre pas. Et là, je me dis, il y a quand même une perte de temps et une perte d'énergie qui Mhm. a lieu. Ce qui Complètement. m'amène, ouais, ce qui m'amène au dernier point, ou si tu veux dire quelque chose, vas-y. Oui, je voulais un petit peu réagir. N'oublie pas ton point, mais je voulais réagir à ce que tu dis parce que c'est hyper, hyper important. Et moi, j'observe ça beaucoup aussi chez les entrepreneurs, les professionnels du bien-être avec qui je travaille ou avec qui je suis en contact, où il y a cette idée que on prend les réseaux sociaux comme étant le lieu où on va mettre en fait notre connaissance, notre savoir, notre contenu, où on va vraiment être en train d'aider les gens. Et en fait, il y a toute une réflexion sur, effectivement, moi je suis d'accord avec toi, là où on va vraiment aider les personnes, c'est un accompagnement. C'est quand on a dépassé pour moi la porte des réseaux sociaux vers l'intérieur et qu'on est vraiment en capacité de prendre une personne et de l'amener dans un processus et de vraiment l'accompagner de manière personnalisée ou intime ou même en groupe, c'est pas grave, mais il y a une sorte de processus. Et énormément d'entrepreneurs, puisqu'on voit les personnes sur Instagram qui ont des grandes communautés, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont plein de likes et on a l'impression que c'est ça qui marche en fait, vont mettre toute leur énergie et toute la force sur les réseaux sociaux à essayer de communiquer alors qu'il y a déjà énormément de force et d'énergie à mettre ailleurs. Et moi, ce qui m'arrive souvent, c'est que les gens qui viennent à moi 6 mois à peu près après s'être lancé en me disant j'ai tout fait, j'ai mis sur les réseaux sociaux toutes les photos, j'ai tout documenté, j'ai mis tout, voilà, ce que j'avais sur le cœur et tout, et ça prend pas et ça marche pas. Et donc, du coup, voilà, moi, je les amène souvent à faire cette analyse. OK, sur les réseaux sociaux, on va effectivement créer des liens, de la proximité. On va faire que les gens nous connaissent un petit peu, qu'elles aient confiance en nous, juste qu'elles voient qui on est. Mais on va pas vraiment être dans cet objectif de presque d'accompagnement. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas le lieu où on va se faire accompagner. C'est un autre endroit. Mais voilà, c'était un petit peu ma réaction par rapport à ce que Mais tu c'est super parce que je trouve ça tellement juste la façon dont tu l'exprimes, et je trouve ça très, très, très bénéfique que tu transmettes ça, parce qu'en effet, moi, on arrive un petit peu à la même conclusion, euh, qui m'amène justement au dernier point, donc tu m'as aidé à pas totalement l'oublier, qui dis. est, c'est un peu un sorte de mantra que je me suis créé toute seule il y a pas longtemps, et que je me répète souvent, et qui est créer dans le concret. Je me dis souvent créer dans le concret, créer dans le concret. Ce que j'entends par là, c'est que, premièrement, j'aimerais dire que, étant donné que je suis sur ces plateformes-là depuis quelques années, et que je connais des personnes qui sont également sur ces plateformes-là en privé, où on devient amis, où on se rencontre, etc., c'est vraiment important de saisir que ce n'est pas la réalité, et que on peut avoir une plateforme suivie par des milliers et des milliers de personnes. Et non seulement ça ne veut pas dire que professionnellement on gagne de l'argent ou on s'en sort du tout. Absolument. Et en plus, ça a également des impacts sur le mental, que tout le monde sent, en fait, cet attrait que ça a pour notre ego, et c'est du coup le temps qu'on y passe, et juste cette frustration, juste cette déception du temps qu'on a passé là-dessus, au lieu de faire quelque chose qui nous nourrissait vraiment. Donc, pour moi, de rencontrer ces personnes et de juste voir que ces chiffres ne voulaient rien dire, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a vraiment libérée de certaines choses. Et quand je dis créer dans le concret, c'est justement que, comment, en fait, une autre réalisation, c'est que quelqu'un peut avoir ce qu'on appelle un petit compte, ou un petit blog, ou un petit nombre d'abonnés, je ne sais pas exactement comment dire ça. Et dans sa vie, il gagne super bien sa vie. Il Mhm. fait des choses, il est installé dans une communauté peut-être locale ou nationale. Il y a des échanges, il s'épanouit. C'est vraiment, voilà, et d'un C'est point de vue du ancré yoga, quelque part. voilà, c'est aussi une énergie. La fin de la journée, tu sens que tu as fait quelque chose, tu te Mm. sens rempli, tu te sens nourri. C'est une sensation hyper différente. Alors que l'énergie d'Internet, c'est une énergie beaucoup plus mentale, aérienne, et du coup, c'est plus cette sensation de nausée, ou de j'ai regardé plein de choses, mais il y a rien qui est vraiment
rentrer à l'intérieur de moi. Et en plus, ça a créé peut-être plein de comparaisons et plein d'intimidations. Et au final, je suis juste insatisfaite de ce que j'ai en moi. Et donc, on peut avoir un petit je ne sais pas quoi et quand même avoir vraiment une vie professionnelle qui se construit progressivement et qui est épanouissante, comme on peut avoir un gros compte ou un gros je ne sais pas quoi. Et, et que dernièrement, on n'est pas, et que derrière, pardon, on n'ait pas mis en place les étapes pour se faire entrer, une rentrée d'argent régulière et créer quelque chose vraiment dans Ouais, le concret, dans se sentir ou fier ou motivé, où on voit des gens, etc. etc. Et, absolument. J'ai juste peut-être pour donner un exemple par rapport à ce que tu disais, en ce moment, j'interviewe et j'essaye de rentrer en relation aussi avec beaucoup de personnes dans le bien-être. Très récemment, il m'est arrivé et c'est exactement ce que tu dis, de rencontrer deux personnes qui ont des grandes communautés sur Instagram, notamment 15 000 abonnés et 30 000 abonnés, qui n'ont pas d'offre de service en fait et qui m'ont dit je ne gagne pas encore ma vie, j'ai pas d'offre, je ne sais pas ce que je propose concrètement, mais j'ai une communauté de 30 000 personnes, mais ça ne veut rien dire en termes concrets finalement. Donc cette image que tu dis entre être dans le côté aérien et vraiment être dans la, pour moi le côté concret c'est l'offre, ce qu'on propose, l'accompagnement, les échanges presque d'une personne à une autre personne, non pas comme voilà pour tout le monde, mais vraiment être dans la relation intime, dans le lien avec les gens. C'est plus ça que je fais du concret. Et effectivement, il faut pas tomber dans le piège il y a une corrélation directe entre la communauté et notre succès professionnel entre guillemets, même si souvent il y en a bien sûr, mais c'est pas tout le temps comme ça. Et il y a vraiment une différence. oui, complètement. Et je renie pas qu'en effet, quand on a une communauté de plus en plus de gens qui écoutent, forcément que ça veut dire que de plus en plus de gens vont être au courant si on sort un service ou un produit, ou vont s'intéresser à nous, vont peut-être, ne serait-ce que nous donner une légitimité. On est dans une Mm-hmm. ère où le fait d'être suivi par tant de personnes, ça nous donne déjà en fait une légitimité sur un domaine. Donc forcément qu'on va peut-être être contacté pour une conférence ou une interview ou je sais pas quoi. Je suis complètement conscient de ça et Bien je évidemment. comprends quelqu'un qui n'est pas dans cette position et qui juste a besoin de ce soutien et de ce coup de pouce, c'est totalement valide. Mais cette idée de créer dans le concret, c'est justement résister un tout petit peu à cette tentation de ah ben je vais passer peut-être ma matinée à essayer de créer quelque chose sur Instagram ou prendre telle photo ou me mettre en partenariat avec telle autre personne sur Internet. Et se dire: est-ce que je peux juste retenir un petit peu cette envie de faire ça et voir là tout de suite comment est-ce que je peux avancer dans les coulisses, dans l'ombre, quand personne n'applaudit, quand personne trouve ça intéressant, sur quelque chose qui est un projet, qui est important pour moi, qui va Important. demander du temps, qui va demander de l'organisation. Et pour moi, c'est vraiment un challenge de tous les jours, de résister à cette tentation de quelque part satisfaire mon ego, parce que c'est vraiment ça que c'est, à certains moments pour moi, c'est juste un boost, ça peut être un boost à ton ego. Donc dès que je sens que c'est ça, je participe pas aux réseaux sociaux, je publie pas. Et, et à côté, voir comment je peux plus me cerner, me concentrer sur un truc concret. Euh, et c'est difficile, c'est vraiment difficile parce que c'est tellement, tellement tentant et facile de juste cliquer sur quelque chose, ensuite on se perd, etc. Et on a juste un petit shot de dopamine ou une sensation d'être connecté, et ensuite ça retombe un petit peu comme un soufflet. Donc c'est vraiment ça que je recommanderais à tout le monde d'observer ce tiraillement, cette tentation entre les deux. Et puis de temps en temps, vraiment essayer de se retenir et de dire, bon, ben non, vraiment, je freine et hop, je vais essayer de focaliser mon attention sur qu'est-ce que je veux construire. D'être dans la conscience de ce qu'on fait. Parce que justement, en parlant des réseaux sociaux, une des choses qui, moi, m'ont beaucoup marqué dans ton parcours, ça fait longtemps que je te suis, et je connais beaucoup de personnes, j'ai eu l'occasion de participer à tes retraites de yoga, je connais beaucoup de personnes qui sont dans ta communauté, et j'observe en plus comment ces personnes réagissent. Dans ta communauté particulièrement, moi, je ressens voilà, cette conscience des personnes de ton authenticité en fait. On sent dans ta communication, et ça c'était quelque chose d'important pour moi à traiter aujourd'hui, sur un peu ta marque personnelle. On sent qu'il y a une certaine ouverture, vulnérabilité, authenticité. En tout cas, moi je trouve que ton discours est souvent très sincère, ça respire de la sincérité et c'est
équilibre entre la fragilité et la force, parce qu'il y a beaucoup de ça. Et je voulais te dire, parce que c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, je pense qu'il peut être très inspirant. Comment, je voulais te demander, du coup, comment est-ce que tu en es arrivé là? À faire un peu une marque de fabrique, même si je pense que c'est pas forcément fait de manière calculée ou exprès, mais qu'est-ce qui t'a amené dans la vie à te dire que c'était un peu ça ta manière de communiquer en fait? Mm. Ouais, c'est une très bonne question. En fait, quand on parle, quand on se met en avant, oui, on se met en avant sur Internet, on a vraiment un choix de qu'est-ce que je veux mettre en avant. Et la façon dont moi j'ai abordé les choses, c'est que je me suis observée en tant que lectrice d'autres livres, d'autres contes, d'autres blogs. Et j'ai regardé qu'est-ce qui me marquait, qu'est-ce que je retenais en fait. Et ma personnalité, ou peut-être que beaucoup de gens sont comme ça, je ne sais pas, fait que je ne suis pas particulièrement sensible au côté très soigné, très beau, les super belles photos, des super beaux intérieurs, une super décoration. Je suis pas non plus hyper attirée par le fait de posséder plein de choses. Mais Mhm. encore une fois, je pense pas que c'est Bien ou ni mal. c'est vraiment pas, c'est pas ma fibre en fait. Et du coup, quand je voyais juste des belles photos et des beaux sacs à main et des belles filles et ce côté très joli en fait, ça me parlait pas. Mais quand je lisais un texte, c'est-à-dire que je m'en foutais un petit peu de la photo, mais quand je lisais un texte de quelque chose qui était sincère, d'un être humain que j'admirais ou que je connaissais peut-être pas, et qui disait, voilà, moi en ce moment, j'ai du mal avec ça, je galère avec ça, et j'ai réalisé ça, et je suis arrivée à telle conclusion. Quand il y avait vraiment quelque chose d'humain à humain, où je pouvais à la fois... Parce que c'est ça qui se passe, c'est que quand on rencontre un autre être humain, s'il expose, entre guillemets, une faiblesse ou juste quelque chose qui est difficile, et on a tous des choses difficiles, tout de suite, ça crée quelque chose en nous de, OK, je suis en train de parler à un vrai humain, je suis pas en train de Un robot, c'est face à pas un un robot. voilà, ou d'un robot, Mm. c'est genre, OK, un être humain comme moi, qui se réveille le matin parfois démotivé, qui a du mal à ranger sa maison tous les jours, parfois, voilà, son corps ressemble pas à cette image qu'on imagine. Tout de suite, ça crée un climat de confiance. Et ensuite, si cette personne, en effet, a quelque chose à dire, quelque chose qu'il a observé, quelque chose qui l'a fait grandir, je le prends et ça se plante à l'intérieur de moi. Ça m'amène quelque chose. Et du coup, je me suis dit, bah, voilà, ça, c'est ce qui, moi, m'enrichit. Donc, c'est si j'ai la chance de pouvoir être du côté de celui qui crée ce contenu-là, je veux le faire de cette façon-là. Donc, c'est vrai que s'il y a des personnes qui lisent la façon dont je m'exprime, euh, je fais toujours le choix c'est difficile de... C'est tellement un mot galvaudé, on l'utilise tellement que ça a peut-être perdu un peu de son sens, mais j'essaye d'être sincère, d'être réel ou juste d'être authentique bah, sur la vie. Parce que je crois vraiment qu'au final, derrière tous ces écrans, on est tous exactement les mêmes personnes. Mm. Euh, et, euh, et donc voilà, j'ai souvent fait le choix. Récemment, pas si récemment que ça, il y a 1 an et demi, j'ai accouché de mon premier enfant, de mon fils. Euh, et tout l'aspect de la maternité, j'ai décidé d'en parler comme ça. Parce que la maternité, c'est hyper beau et c'est hyper dur aussi. Et je voyais que des femmes qui réussissaient à jongler avec tout un carrière professionnel et un enfant dans le bras, etc. Et juste, moi, j'étais en pyjama chez moi, je m'en sortais pas, c'était mentalement difficile et je me disais, mais où est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je me suis dit, bon, bah, si je pense ça, quelqu'un d'autre pense ça aussi. Mm. Donc, j'ai consciemment choisi de montrer ce qui était dur pour moi. Et j'avais envie de rajouter, et je pense que c'est important de le dire aussi, parce que, comme tu disais, beaucoup de personnes vont dire, bon, bah, je vais faire pareil, je vais être sincère, mais ah tiens, je partage quelque chose de hyper sincère, hyper tendre, vraiment quelque chose qui vient du fond de mon cœur, et personne ne réagit. Il n'y a pas de réaction, ça ne s'apprend pas. C'est vraiment un jeu d'équilibriste hyper, avec Subtil. des conséquences Mm. peuvent être néfastes. C'est-à-dire que si tu partages vraiment quelque chose de difficile, de vulnérable, et que personne ne réagit, ça crée une sorte de blessure ou d'entaille. Il y a vraiment ce côté de je me suis montrée, j'ai exposé, j'ai ouvert quelque chose qui était intime et personne n'en avait rien à faire. Et ça, mentalement, l'air de rien, je pense que ça nous fragilise. Donc, une des leçons que une professeure m'avait données, qui était
de toujours partager, donc toujours quand on écrit quelque chose, quand on partage une expérience, toujours partager à partir d'un espace qui est une cicatrice, c'est-à-dire une Mhm. expérience qui est un petit peu cicatrisée, sur laquelle on a un peu de recul, plutôt que de partager à partir d'une blessure vive. Parfois, ça arrive de Forcément. partager à partir d'une blessure Mm. vive, mais quand même, si on partage à partir d'un certain recul, ou de OK, j'ai un peu compris ce qui s'était passé, j'ai un peu compris pourquoi ça s'est passé comme ça, la réaction de l'autre va moins avoir de Nous l'importance. Parce que toucher. Mm. mais si vraiment on dit, voilà, ce soir, je suis déprimée, je suis triste, ou j'ai mal, ou je souffre, etc., que personne réagit. Ça aggrave encore plus cette sensibilité ou cette souffrance psychologique par laquelle on peut être en train de passer. Donc, oui, j'inciterai tout le monde à juste être sincère et partager les hauts et les bas, mais également à se préserver. Tout n'a pas Mm. besoin d'être dit. euh, Parce qu'à la longue, peut-être les premiers jours ou les premiers mois, on se dit: «Ah bah, c'est super, les gens réagissent et je me sens bien avec des femmes et des hommes de partout en France, et on a ce but commun et je me sens proche d'eux et d'elles». Mais petit à petit, ça va, laisser un arrière-goût qui va être différent. Qui est aussi que, bah, voilà, c'est internet, et souvent une expression qu'on m'a dit sur internet qui me parle énormément, c'est que internet, c'est un peu comme crier dans un grand espace vide. Et donc, à force de crier dans le vide, crier dans le vide, ou même avoir des gens qui répondent, mais sentir l'impact que ça a sur nous, ou peut-être le fait qu'on passe moins de temps à faire des choses qu'on aime et trop de temps sur Internet, ça commence à nous faire envisager différemment ce qu'on disait tout le temps qu'on passe là-dessus. Et aussi peut-être que tout ne vaut pas la peine d'être partagé, qu'il y a des choses qu'on peut garder, qu'il y a des choses qu'on peut laisser mûrir. Euh, Juste consciemment de choisir de, je sais pas, de les partager peut-être sous un autre contenu, peut-être dans un livre, peut-être dans une formation, peut-être dans un atelier qui justement va faire partie de notre carrière professionnelle, et pas juste de cet instantané qui régulièrement, généralement, est pas valorisé à sa juste hauteur. Si on partage quelque chose là-dessus, ça tombe tellement dans un bruit permanent que ça remonte très rarement à la surface. Mhm. Super, merci Cécile. Je retiens, voilà, conscience quand on est en train de partager, attention à sa vulnérabilité, à cicatriser, partager à partir d'une cicatrice, puis être peut-être dans une démarche d'être très consciente de si on est dans une démarche d'aider l'autre ou si on est dans une démarche de je souffre et du coup j'ai besoin d'attention, j'ai besoin des cocooning, entre guillemets. Donc surtout, et ça je trouve génial et vraiment richissime parce que tu l'as vécu, tu le vis pour toutes les personnes entrepreneurs dans le bien-être, dans la spiritualité qui s'élancent et qui veulent justement créer une communauté sur les réseaux sociaux, qui investissent les réseaux sociaux. Vraiment de le faire avec conscience. Je trouve que c'est un message mais absolument magnifique et je t'en remercie parce que c'est vraiment très riche. Et merci vraiment. Pour finir, peut-être Cécile, j'aimerais que tu nous parles de tes actualités, de tes derniers projets. Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'avec tout ce que tu dis, bon, je le sais, mais je pense que les personnes, s'il y a des personnes qui te découvrent, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi de ta communauté qui veulent peut-être savoir plus comment tu es, comment est-ce qu'on peut te joindre, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi, comment est-ce qu'on peut faire des choses avec toi, participer à tes ateliers, retraites. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, voilà, aujourd'hui tes actualités? Oui, bah, grosso modo, il y a deux façons de travailler avec moi, des façons qui sont présentielles. Si vous venez à un cours, je suis professeure de yoga à Toulouse depuis plusieurs années. J'ai vraiment pour le coup, vraiment ce que j'appellerais une famille, des gens qui viennent en cours et avec qui bah, on grandit ensemble. Donc c'est à Toulouse, en centre-ville. Euh, Tout le monde est le bienvenu. C'est vraiment mon espace préféré. C'est un espace de guérison. C'est un espace qui donne du sens, qui vraiment donne du souffle à notre vie. Donc il y a les cours, il y a aussi les ateliers et également les retraites. Il y a à peu près 3 4 retraites par an dans différents endroits, pour le coup un peu plus éparpillés dans le nord et le sud et l'est et l'ouest de la France, avec des durées différentes. Il y a des retraites qui peuvent être juste un week-end, ou peut-être ça peut être une retraite plus longue de 6 jours, qui sont vraiment une immersion. À la fois, on crée de les casquettes qu'on porte, les responsabilités qu'on a, peut-être la famille, toutes les choses qui demandent notre attention constamment. Et on s'extrait de ça dans un endroit où c'est des superbes endroits, la nourriture est délicieuse, on a juste à mettre les pieds sous la table et c'est juste servi. Et du coup, il y a tout cet espace
on est soutenu, on est entouré et on peut tourner notre regard vers l'intérieur. Et dans les pratiques qu'on fait de yoga, d'écriture, de partage, heu, et peut-être un peu plus en détail certaines blessures ou certaines expériences, certaines émotions qui ont besoin d'être, d'être révélées, d'être juste senties parce qu'elles ont probablement une information ou de la sagesse ou quelque chose qui peut nous aider à continuer à avancer. Mais on a besoin de ce temps. Donc ça, c'est la partie, présentielle et il y a également toute une partie en ligne pour les personnes qui peuvent peut-être pas se déplacer ou peut-être que c'est, trop onéreux ou qu'elles ne veulent pas pour l'instant être justement dans cet espace physique. Parfois, c'est un peu stressant de se rendre à un cours, à une retraite. Il y a également des contenus en ligne que j'ai créés. Le plus récent, c'est vraiment un très beau projet qu'on a fait, on est 2 femmes, donc c'est artisanal dans le sens où on a tout monté toutes les 2 hem, pour justement, proposer des choses à faire, depuis la maison. On a juste besoin d'être à la maison et de créer cet espace sacré. Et donc justement, le site s'appelle Pause Sacrée, pausesacrée.com et il y a un premier programme qu'on a créé qui s'appelle Cycle féminin. Et donc dans Cycle féminin, il y a 4 pratiques de yoga, 4 méditations, il y a un yoga nidra, il y a un super dense e-book sur justement toutes les questions de la féminité. Donc ça peut être le féminisme, ça peut être la maternité, ça peut être, le corps, ça peut être le besoin de créativité, de repos, les relations, l'anatomie. Donc on aborde tout ça et dans les pratiques également, on on offre la possibilité voilà, depuis la maison, créer ces espaces qui permettent tous les autres moments. C'est vraiment des moments qui permettent tous les autres moments. Et il y a également un peu plus ancien, il y a quelques années, j'ai fait un DVD qui s'appelle Yoga Ayurveda, que les gens aiment beaucoup et qui a également des pratiques et aussi toute une approche de cette médecine indienne qui s'appelle l'Ayurveda et au niveau de l'alimentation et des habitudes de vie, qu'est-ce qui peut être fait justement pour aider notre corps à libérer certaines choses, à évacuer de la tension, juste des toxines qui sont accumulées, hem et se mettre un peu plus en accord avec notre rythme intérieur, avec le rythme extérieur. Donc voilà, il y a les choses en présentiel, également les choses en ligne qui sont hyper riches et tout ça, vous pouvez, le trouver résumé sur, un site professionnel qui s'appelle cecile-vigara.com. Hem et voilà, si vous avez, des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, et j'espère, je serai ravie de vous rencontrer en vrai ou en ligne. Pour être une fidèle cliente de Cécile et avoir participé à ses cours, à ses retraites, et d'avoir eu son DVD, avoir fait les pratiques de yoga et là, plus récemment avec le cycle féminin que je vais bientôt commencer à regarder, je sais à quel point c'est des moments de transformation énormes. On fait des choses qui transforment notre vie et je peux que vous le recommander vraiment pour le coup d'un point de vue juste d'une femme qui est aussi dans un processus comme sûrement les personnes qui vont nous regarder. Et voilà. Et Cécile, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour, comme d'habitude, ta vulnérabilité, ta sensibilité, ta sincérité. Ce que tu nous as partagé, c'est vraiment, je pense, des choses qu'on ne dit pas souvent, qu'on ne voit pas souvent. Et très, 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 très riche pour les personnes qui regarderont. Et voilà, je suis ravie de t'avoir eu ici. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci beaucoup, Luciana, et merci à tous, qui nous ont, écoutés, jusqu'ici. Je vous souhaite une belle fin de journée, et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Artistes du bien-être. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines éditions. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire et je vous invite aussi à me retrouver sur mon site lucianacalvetti.com où vous trouverez des ressources, articles et guides pour vous aider à développer votre activité dans le bien-être. À bientôt!